d'acquérir cette omnipotence, cette hyperpuissance qu'il n'a jamais pu maintenir lui-même sur sa propre existence, qui allait tout le temps à la dérive, des suites de petits boulots, constamment des problèmes d'argent, une homosexualité qui est un peu réfrénée parce qu'il n'est pas en Californie ou à New York, il est dans l'Ohio, dans vraiment une petite ville de province, puis après dans le Wisconsin. Donc il a du mal à affirmer son homosexualité, son coming out, et tout ça crée des éléments que l'on va retrouver plus tard dans la commission de ces crimes. Et aucun psychiatre ne l'a soigné durant son adolescence, ses jeunes années d'adulte. Il a été complètement livré à lui-même. Personne n'a perçu ce qu'il pouvait devenir. Personne n'a jamais perçu ce qu'il pouvait devenir parce que c'était quelqu'un d'extrêmement introverti. Hein. Et même quand je l'ai rencontré après sa condamnation, c'était quelqu'un à qui on avait du mal à arracher des paroles. D'autres serial killers que j'ai pu rencontrer sont extrêmement volubiles, mais ce n'était absolument pas le cas de Jeffrey Dahmer, qui regrettait les actes qu'il avait commis, mais en même temps les assumait pleinement. C'était quelque chose qu'il faisait parce qu'il en ressentait pour lui tout à fait le besoin. Au-delà des pulsions sexuelles, il me le disait constamment, hein, c'est un mot qui revenait constamment chez lui, c'était le mot contrôle. Il voulait contrôler son existence et contrôler ses pulsions, contrôler ses victimes et les garder à tout jamais pour lui. Et on retrouve d'ailleurs un peu cette pathologie chez un autre serial killer anglais extrêmement célèbre qui tuait aussi des homosexuels, qu'il démembrait, qu'il enterrait dans son appartement, qui est Dennis Nielsen. Donc c'est quelqu'un qui a quand même regretté ses gestes. Malgré tout, Il regrettait ses gestes, mais en même temps, il les regrettait d'avoir commis ces gestes aussi. Il me l'a dit au moment où il les commettait. Mais ses pulsions et son envie étaient bien plus fortes que ses éventuels regrets, qui n'ont été exprimés naturellement qu'après coup et au moment du procès. Puisque la seule fois où Jeffrey Dahmer est intervenu lors de son procès, parce qu'en fait, quand son procès s'est déroulé en début de l'année 1992, c'était pas comme un procès comme Guy Georges ou Patrice Allègre en France, sa culpabilité était reconnue. Il avait plaidé coupable, mais son avocat plaidait le fait qu'il était irresponsable. Et c'est vrai que certains des actes qu'il a pu commettre lors de la commission de ces crimes peuvent laisser à penser qu'il n'était pas tout à fait sain d'esprit. Mais en fait, quand on discute avec lui, on se rend compte que c'est quelqu'un de tout à fait bien organisé, de tout à fait structuré, entre guillemets. Bien évidemment, il est déviant ou autre, mais il est pleinement responsable de ses actes et il savait différencier le bien du mal au moment où il commettait ses crimes et tous ses actes de nécrophilie. en clair, il savait ce qu'il faisait parfaitement. Il savait parfaitement ce qu'il faisait, tout était parfaitement bien organisé, il avait acheté un Polaroid, des barils d'acide pour se débarrasser des corps, les somnifères il les avait testés dans des saunas gays, mais là il ne tuait pas ses victimes pour voir la puissance de ces somnifères auprès de rencontres de hasard dans ces saunas dont il s'est fait éjecter parce qu'on s'est aperçu qu'il droguait certains des clients. Donc il avait le dosage exact qui était prévu, il savait dans quel bar gay il risquait le moins d'attirer l'attention, donc tout était extrêmement bien organisé. Mais il a quand même échappé à plusieurs reprises de justesse aux forces de l'ordre, puisqu'à un moment donné, il assomme à coups de marteau une victime qui en réchappe et qui curieusement vient 2 heures après lui demander des explications et ne porte même pas plainte, probablement parce qu'il a peur d'être reconnu en tant qu'homosexuel. À un autre moment donné, il avait déjà tué 13 victimes. Il drague un jeune Laotien qui doit avoir 13-14 ans, l'emmène chez lui, le drogue,
Mais pendant qu'il va se chercher des bières au supermarché du coin, le jeune Laotien, à moitié endormi, parvient à s'échapper. Il est quasiment nu avec juste son slip. Il a les mains menottées. Des passants donnent l'alarme à des policiers. Une patrouille de 2 policiers s'arrête. Et Jeffrey Dahmer leur dit que c'est une querelle entre amoureux et que l'autre est drogué, qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'il dit. Et c'est assez hallucinant. Les policiers vont ramener la victime chez Dahmer en l'accompagnant, alors qu'il a dans son appartement, dans la pièce à côté, c'est-à-dire dans le salon, il ramène la victime à moitié endormie. Et à côté, il y a toutes les photos de ses crimes précédents qui sont étalées sur son lit. Ils avaient eu un peu la curiosité quand même, ces policiers-là, de chercher plus en avant. Ils arrêtaient Jeffrey Dahmer déjà à ce moment-là. Et circonstance aggravante, quand ils reviennent dans leur voiture de patrouille, ils téléphonent au commissariat et cette conversation a été enregistrée et elle est passée lors du procès. Et ils font des choux gras en se moquant des homosexuels et tout, la querelle d'amoureux. Ils font des plaisanteries très grasses qui ont fait que ces policiers ont été renvoyés suite au procès de Jeffrey Dahmer. À d'autres moments, le propriétaire et les voisins se plaignent des odeurs pestilentielles des cadavres, parce que comme il adore les viscères, il garde ses victimes éviscérées quelques jours chez lui avant de s'en débarrasser. Donc l'odeur est absolument ahurissante. Et quand il va jeter ses ordures, par exemple, devant l'immeuble où il était, d'Oxford Apartments, il y a des dizaines de chats qui le suivent dans la rue quand il se débarrasse de certaines des parties de corps de ses victimes. Donc c'est quelqu'un qui a pris quand même des risques assez insensés, qui auraient dû être arrêtés bien avant si l'enquête avait été plus poussée. Mais c'est un peu comme les meurtres de prostituées, quand des jeunes gays disparaissent, qui fréquentent des bars, c'est considéré comme des sous-victimes. Et donc les policiers n'ont pas fait leur travail à cette époque-là. Qui est devenu Jeffrey Dahmer après son arrestation? Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, puisque dans l'état où il a été jugé, la peine de mort n'est pas instaurée. Et moins d'1 an après son incarcération, il a été tué par Jésus. Jésus, c'était le surnom d'un autre détenu, un black qui l'a tué en le frappant très très violemment. Il est décédé 2 heures après son admission à l'hôpital. Et par la suite encore, curieusement, je dirais, c'est peut-être par une ironie cruelle du destin, on a eu une dispute autour du cerveau de Jeffrey Dahmer. Comme lui-même voulait garder des parties de ses victimes, il y a un labo qui s'est disputé avec le père de Jeffrey Dahmer pour pouvoir obtenir le cerveau de Jeffrey Dahmer à des fins d'analyse. Et il y a eu une décision de justice au tribunal. On a décidé s'il fallait donner le cerveau de Jeffrey Dahmer à ce labo ou au père. C'est finalement le père qui a, si je puis dire, raflé la mise et qui a récupéré les restes de son fils. Qu'éprouve-t-on quand on rencontre quelqu'un comme Jeffrey Dahmer? Quand on rencontre quelqu'un comme Jeffrey Dahmer, Ou Jeffrey Dahmer d'ailleurs. ou Jeffrey Dahmer, il y a toujours un certain décalage qui se crée entre l'image qu'on se fait du serial killer. Surtout quand on est comme moi fan de films, qu'on en a vu beaucoup, on s'imagine toujours que ça va être des personnages un peu à l'image de ce qu'on voit au cinéma. Or, dans le cas de Jeffrey Dahmer, on est très loin d'un Hannibal Lecter à la personnalité affirmée, sophistiquée, hyper intelligent. Jeffrey Dahmer était très intelligent, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais atteint son potentiel intellectuel, qui a toujours eu des petits boulots assez minables.
et qui était par contre extrêmement transparent, hein. C'était quelqu'un qui passait totalement inaperçu dans la société. S'il n'y avait pas eu ce contexte de ces crimes absolument abominables, je veux dire, c'était l'homme invisible, Jeffrey Dahmer. Merci.